Bonjour à tous et bienvenue sur le nouvel épisode de Data Watch. Data Watch, c'est un podcast dans lequel on fait de la veille technique autour des sujets de data engineering. Et donc, je fais ce podcast avec Axel. Bonjour Axel. Salut Bertrand, salut Julien. Salut. Et effectivement, aujourd'hui, il y a l'invité qui est Julien Hureau. C'est comme ça que ça se prononce ? Ouais, très bien. Presque comme ça s'écrit. Nickel. Donc moi, je suis Bertrand Fabre. Je suis data ingénieur freelance. Ça fait un peu moins d'un an que j'ai commencé dans le freelance et dans la data, ça fait déjà 13 ans que j'ai commencé. Donc, je suis passé par d'abord de l'Excel, donc vraiment très basique en termes de data analyse. Et après, je suis passé sur du VBA pour automatiser des tâches, des transformations de données. Après, je suis passé sur du SQL, beaucoup de SQL depuis déjà une bonne dizaine d'années quand même. Et donc, je suis passé sur du BigQuery, je suis passé sur du Postgre, je suis passé sur diverses bases de données. Je te laisse te présenter, Julien. Avec plaisir. Donc moi en fait je suis pas basé en France, je suis basé à Genève, donc en Suisse. Ça fait 10 ans que j'habite ici et donc 10 ans aussi que je suis dans la data, comme data engineer. Ça fait 5 ans, 4 ans, presque 5 ans que je suis à mon compte avec ma propre entreprise et où j'aide des clients de divers tailles, soit des startups, soit des groupes un peu plus grands à mettre en place leur architecture de données. Donc ça va soit du conseil stratégique, quel tool choisir, comment s'y prendre, à vraiment l'implémentation technique. Et puis ça fait maintenant 1 an et demi, j'ai lancé ma newsletter, où toutes les semaines je publie sur des sujets data que je trouve intéressants, sur les trends, sur les outils, Voilà, l'idée c'est un peu de réfléchir à comment est-ce qu'on peut améliorer ou notre manière de travailler, les outils qu'on utilise, les bonnes pratiques qu'on met en place. Et donc voilà. Donc je pense que c'est à travers ce newsletter que vous m'avez découvert. Alors Ouais. moi, c'est surtout avec Axel que je t'ai découvert, même si je crois qu'on se suivait quand même de loin, Julien. Et puis, on a participé tous les deux à un article collaboratif là, récemment, même si on a rédigé chacun dans son coin. Ouais. Merci, Julien. Je te laisse te présenter, Axel. Très rapidement, moi ça fait un peu plus de 5 ans que je suis data ing. Je suis chez Sphere actuellement. Et là, ça fait 1 an et demi que, moi, je le disais tout à l'heure à Julien, que je suis sur une fondation d'une archi cloud chez un client. Mission intéressante, enrichissante. Voilà. Merci, Axel. Donc aujourd'hui, les sujets qu'on va aborder, on va parler des Slowly Changing Dimensions, dont l'auteur est Julien. Ensuite, on va aborder la data validation. Ensuite, on va parler d'un script qui s'appelle BQ2DBT, d'une personne qui travaille dans la même entreprise que Axel. Ensuite, on va parler de BigQuery Data Canvas, pour parler un peu d'intelligence artificielle, ou en tout cas d'IA générative. Et après, on va parler de data sharing avec les Snowflake Native Apps. Donc, Julien, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur l'article que tu as publié il y a déjà une bonne semaine ? Ouais, exactement. Alors, ouais, donc l'article, je l'ai écrit la semaine dernière. Et donc, en fait, l'idée, c'était un peu de condenser des informations que j'avais vues un peu à droite à gauche chez différents influenceurs. Zach Wilson, il y avait aussi, justement, c'était Data Guys. Et puis, un vieil article de Maxime Beauchemin. Donc, ça, c'est dans l'article, à la fin de l'article, si les gens sont intéressés. C'est les sources que j'ai trouvées. Puis, à chaque fois, il mentionnait l'idée de snapshot. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais creuser le sujet. Je vais essayer de comprendre d'où est-ce de quoi ils veulent parler. Et donc j'ai fait cet article qui résume un peu tout ça, quoi. Donc l'idée, du coup, la première partie, voilà, c'est simplement de rappeler ce que c'est les SCD. Donc en gros, l'idée, c'est quand on a une dimension ou un fait qui évolue en fonction du temps, on a envie d'historiser les valeurs quand il y a des updates qui arrivent. Donc il y a en gros 3 manières de le faire. Il y en a plus, mais c'est les 3 principales. Donc qu'on appelle type 1, type 2, type 3, c'est des types 1, type 2, type 3. Le premier, ça consiste simplement, voilà, c'est la plus basique, on réécrit la valeur, c'est-à-dire qu'il y a une valeur, il y a un update qui arrive, on overwrite simplement. La deuxième manière, elle est un peu plus avancée, où en gros on va garder vraiment tous les historiques de cette valeur. Donc il y a la première valeur initiale, il y a une deuxième valeur, on va la rajouter dans une nouvelle ligne, et puis on va rajouter 2 colonnes, from date to date, qui vont nous permettre d'identifier la validité de chaque valeur. Donc la première valeur, avoir un début dans le passé et puis une fin aujourd'hui, typiquement si l'update arrive aujourd'hui, et puis la deuxième valeur, donc la deuxième ligne, va commencer aujourd'hui et puis va se terminer. Soit on met nul, soit on met une valeur un peu demi dans le futur. Donc ça c'est la deuxième SCD type 2, et SCD type 3, simplement on rajoute une colonne avec la nouvelle valeur. C'est-à-dire que la première on overwrite, et la deuxième on overwrite et on rajoute une colonne. C'est d'ailleurs dans ton article que j'ai vu cette pratique-là, parce que je la pratique pas du tout et je l'avais pas vu, le fait de rajouter une colonne pour une nouvelle valeur.
Ça, c'est vraiment Ouais. quelque chose que je pratique pas du tout. Ouais, mais j'ai rarement vu aussi. Mais voilà, c'est un peu les... La type 2 qu'on utilise le plus. Ouais, Ouais. clairement. Ouais. Ouais, simplement, ouais, justement, c'est une bonne transition vers la deuxième partie de l'article où en fait, voilà, donc comme je disais, la 1 et 3, en gros, on overwrite les données. Ce qui peut être un problème. Typiquement, quand on a un data pipeline où on a des updates qui arrivent, bah, on a typiquement envie de rejouer le pipeline dans le passé. Et le fait d'overwriter, ça fait qu'on perd de l'information. Et en perdant cette information, ça rend le pipeline beaucoup plus dur à maintenir, justement pour gérer ces updates qui arrivent sur des loads passés. Si on overwrite, on va pas être capable de rejouer le pipeline. Donc ça rajoute beaucoup de complexité dans la maintenance de pipeline. C'est pour ça que voilà, la deuxième partie de l'article, l'idée c'était de dire éviter la CD1 et 3. Et donc la troisième partie, c'était justement l'idée c'était de se concentrer sur la SCD2 et comment les gérer. Et en fait, donc bien que théoriquement elle coche un peu toutes les cases, c'est-à-dire qu'on perd aucune information parce qu'on historise tout. C'est idempotent, c'est-à-dire qu'on peut réappliquer plusieurs fois la même transformation, ça va donner le même résultat. Et puis on compresse les données, c'est-à-dire qu'en gros on va pas répéter, on va pas y avoir de répétition, on va pas avoir de duplicat. C'est-à-dire que vraiment une ligne elle va être unique parce que c'est un intervalle from to qui va être vraiment unique. Voilà. Et mais le problème justement de ces SCD2, c'est qu'aussi elles sont très très compliquées à manipuler parce que typiquement, voilà, dans l'exemple dans mon article, on prend un exemple très concret où il y a deux tables, une table dimension avec des utilisateurs et une table fait avec les ventes ou les achats faits par ces utilisateurs. Et en fait, quand on va vouloir joiner ces tables entre elles, si la dimension user est modélisée avec une SCD2, à chaque fois on va devoir rechercher pour chaque vente quel était le statut de l'utilisateur au moment de la vente. Et cette query, elle peut être on va utiliser du coup un select en comparant les intervalles. Donc on va avoir la date d'achat et on va regarder quand est-ce que la date d'achat est entre le from to. Donc ça peut avoir des problèmes de performance, typiquement si on expose ensuite un dashboard par exemple. Et après, ce qui peut se passer, c'est que typiquement si ces deux tables sont loadées par deux pipelines distincts et qu'ils sont désynchronisés, en fait d'un coup dans la table fait, on va plus retrouver par exemple la dimension correspondante si elle n'est pas encore arrivée. Donc si les pipelines se désynchronisent, typiquement on va devoir mettre en place des requêtes pour gérer ces cas où en fait on trouve pas la dimension simplement. Ouais. Donc ça se fait très bien, mais c'est juste que ça rajoute un peu de complexité. Et en fait globalement, en fait la reproche qui est faite à la SC2, c'est toute cette charge mentale entre guillemets, cette complexité que ça rajoute, alors que ça peut être fait de manière beaucoup plus simple. Mais aussi un peu plus brute force. Et justement, donc ça, c'est un peu la transition vers la solution alternative qui est mise en avant par justement les sources que j'ai mentionnées avant. En gros, l'idée, c'est qu'à chaque fois que l'ETL il tourne pour la table de dimension, par exemple, on duplique tout le dataset. Donc en fait, on va avoir la dimension à un temps t, ensuite mettre toute la table de dimension à un temps t plus 1, t plus 2, etc. Ce qui fait que quand on va merger en fait la table fait vers la table dimension, en fait on va plus avoir des inférieurs ou supérieurs, des comparaisons de dates. On va vraiment avoir date de fait égale date de la dimension. Donc le trade-off c'est qu'on perd parce qu'on explose la quantité de données, mais on simplifie un peu le modèle mental. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile à gérer pour les ingénieurs, beaucoup plus facile à débugger. Et typiquement, comme je mentionnais tout à l'heure dans le cas d'un backfill, en fait c'est très facile à backfiller parce qu'en fait on exécute simplement le pipeline autant sur un intervalle donné. Donc typiquement si il y a 3 jours on a une mauvaise valeur, on rejoue juste le pipeline d'il y a 3 jours et on n'a pas besoin de se soucier de quoi que ce soit. Voilà. Après en plus l'argument c'est que le storage maintenant ça coûte presque plus rien. Enfin, beaucoup moins que justement, ça c'était un peu l'illustration du post LinkedIn qui était un peu provocante. Ouais, c'était une manière de voir le problème, mais en gros que le coût d'un ingénieur par heure il est énorme par rapport au coût d'un terabyte par mois. Ouais. Voilà, j'avais dû choisir 2 métriques à comparer, je trouvais celle-là. Et voilà, donc l'idée c'est qu'en fait on peut se permettre aujourd'hui, et ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années, de garder beaucoup de données. Parce que un, ça coûte pas cher, et 2 aussi, le compute il est décorrélé du storage maintenant, dans la plupart des solutions warehouse, ce qui fait que même si on a beaucoup de volume de données, en fait, notre compute il sera pas impacté, et donc du coup c'est pas un problème en fait. Okay. Et d'ailleurs, je me posais la question, est-ce que tu trouves que ça fait pas passer une table de dimension en table de fait, le fait d'historiser comme ça en snapshot?
Un petit peu. Bah après, voilà, après, oui, exactement. Oui, un petit peu, ouais, un petit peu. Mais ouais, après, ouais, exactement. C'est quoi le désavantage, justement, de faire passer une table de dimension un peu en table de fait? Bah là, pour l'avantage, c'est clairement ce que tu évoques là pour moi, le snapshot. Le fait de faire un snapshot, c'est le fait de. Tu as une table de dimensions et comme tu vas historiser tous les jours, ça va comme si dire que ton fait, enfin ta dimension devient un fait un certain jour. T'as ta Ouais, dimension là, t'as ta dimension un autre jour, etc. c'est vrai, exactement. Ok. Et D'ailleurs, les gens utilisent aussi cette technique de côté fait, en fait. mhm. Donc, tu peux l'utiliser de part et d'autre. Ton fait, tu peux appliquer tous tes faits tous les jours. Ouais, bien sûr. Et effectivement, dans la pratique, c'est clairement la SCD2 que moi je pratique, enfin en tout cas les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé pratiquent pour les tables de dimension. La seule différence, c'est que toi, enfin la SCD2, ça suppose qu'à chaque fois que tu vas dupliquer, par exemple un client, tu as un certain client avec un certain identifiant, avec certaines informations sur une période, quand tu vas dupliquer cette donnée-là, tu vas créer un nouvel identifiant pour ce client-là. De ce que j'ai compris en tout cas dans la SCD2. Exactement. Euh, mais nous, ce qu'on fait, par exemple, dans ma mission actuelle, chez mon client actuel, c'est qu'on garde le même identifiant. La clé unique, enfin la clé primaire, c'est plus cet identifiant-là, c'est l'association de l'identifiant client plus la période. Ok, ouais, ouais, ça j'ai vu, il y a un gars qui a répondu à exactement cette idée dans les commentaires sur LinkedIn. En gros, il garde la clé naturelle Mhm. et il la combine avec la date pour avoir une clé unique et émerger de l'autre côté. Ouais, c'est ça. C'est ce que nous on fait. Comme ça permet aussi quand tu veux faire une reprise d'historique des données, comme tu l'exposais, si on a besoin de faire un rollback ou quoi que ce soit, faire un recalcul, on n'a pas de problème de désynchronisation. Si jamais, comme tu le disais, il y a les faits qui sont envoyés, eux, ils sont encore branchés sur l'ancien identifiant, alors que tu devrais avoir les nouvelles informations. Enfin, il n'y a plus de problème de désynchronisation. Mais si ta dimension n'est pas encore arrivée et Mhm. que ton fait est loadé, tu auras le même souci, non? C'est-à-dire qu'il va te manquer un intervalle, non? Ou pas? Alors là, pour moi, non, parce que dans ce cas-là, par exemple, on va dire que c'est une table de vente, donc avec des identifiants clients, tu as ta table de client. Ouais, Ton client, à partir d'une certaine date, il a, je sais pas, changé d'adresse. On va dire ouais, qu'il a gardé le même identifiant, par contre, les périodes sont différentes. ouais. Quand ils vont t'envoyer le fait donc, de la vente, on Hum, va aller regarder l'adresse du client lors de cette vente-là, c'était à ouais. quelle date. Et donc, à partir de la date, tu vas dire, bon, bah, le client, il avait cet état-là, enfin, cette adresse-là. Ouais, ouais. Non, c'est vrai, ça joue. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Non, ça fonctionne aussi. Mm. En effet. Ok, bah merci. Bah moi, je t'ai dit tout ce que j'avais pu noter sur la lecture de l'article. Axel, est-ce que tu as des retours par rapport à ça ou des questionnements? Alors, moi, j'appuie totalement le fait de raisonner en coût complet. Mhm. On s'en fiche que tu scannes et que tu exploses le storage. C'est des copecs aujourd'hui. Et tu vois, c'est marrant parce que dans une mission, j'ai un petit débat avec quelqu'un, moi, qui était assez avancé en âge, qui raisonnait encore comme quand le mégaoctet, tu vois, coûtait 500 francs, tu vois. Mhm. Donc, effectivement, t'es plus obligé d'optimiser drastiquement ce type de fonctionnement en modé. Et c'est pas de la paresse, c'est juste dire, ben, aujourd'hui, l'écosystème techno, il permet de faire ça. Donc, autant en profiter et pas se casser la tête à développer des features pour le backfilling, pour éviter les désynchros, etc. Donc, moi, perso, je l'utilise pas, le concept de snapshot, mais je pense qu'il peut éviter beaucoup de, Prise de tête. de prise de tête, exactement. Mhm. Il y a un aspect aussi, j'ai pas mentionné, c'est les tests. En fait, souvent, quand on reçoit une CD2, enfin, moi, j'aime bien écrire des tests pour vérifier que les intervalles, ils se chevauchent pas, typiquement. D'accord. Un client, j'avais implémenté ça, et puis en fait, on s'est rendu compte que la CD2, elle était très mal faite. Mhm. Ouais. Il y avait plein d'intervalles. Et en fait, rien qu'écrire cette query, bah, c'est pas si simple que ça. Donc, si elle est pas simple à écrire, c'est qu'elle sera pas simple probablement à comprendre, et ensuite pas simple à maintenir. Donc voilà, c'est aussi cet aspect test, je trouve, qui est rapidement un peu plus compliqué. En fait, c'est pas que ça fonctionne pas, je trouve. Enfin, c'est SC2, c'est un truc qui est testé, qui est battle tested, ça existe depuis des dizaines d'années.
C'est juste qu'aujourd'hui, comme tu disais, c'est qu'on peut se permettre d'avoir des solutions un peu plus brute force, qui sont peut-être un peu plus simples à utiliser. Donc je dirais que c'est pas forcément un truc pour dire que la C2 ça marche pas, c'est juste pour dire qu'il y a des solutions plus simples à mettre en place. Ouais, On se bien prend. C'est un peu l'idée du poste. Ouais, t'as tout à fait raison. Ça, c'est vraiment la problématique que je rencontre aussi dans le SCD2. Même en gardant le même identifiant, le problème, c'est le chevauchement des dates. Et ça peut arriver et ça pète un peu tout. Ouais, t'as des duplicats, ça te casse tout, exactement. Ouais, ok. Euh, Merci, Julien. ouais, juste par curiosité, vous avez vu beaucoup de gens utiliser justement des snapshots chez vous, chez vos clients, dans vos expériences, vos missions, ou c'est pas encore? Non. Les 3 sources que j'ai mentionnées, c'est surtout c'est des big tech aux Mhm. États-Unis, pas forcément des boîtes un peu plus normales, entre guillemets. Je sais pas si votre expérience m'intéresserait. Ouais, moi, j'en ai eu comme ça. Je travaillais dans une boîte où ils faisaient passer toutes les données sur S3 de AWS et après ils chargeaient dans un data warehouse. Donc d'abord passer par le data lake et effectivement, par exemple pour les stocks, tous les jours ils faisaient une photo de tout le stock, de tout l'historique de stock à chaque fois, justement Ouais. pour éviter d'avoir à écraser les infos. Ok. Et ils gardaient tout l'historique ou ils mettaient une partie de l'historique en glacier? Non, c'était en stockage à chaud. Ok. Et est-ce que j'ai eu un commentaire aussi qui disait que le coût de stockage peut rapidement exploser sans life cycle, typiquement sur S3. Mhm. Est-ce que c'était un problème chez eux? Alors non. Pour moi, tout ce qui monitorait, c'était surtout le coût de traitement. Donc effectivement, Ok. par contre, les coûts de traitement, au fur et à mesure, ça commençait à être un peu plus élevé. Ouais, après, ça dépend ce que tu traites. Si tu veux traiter tout l'historique, en effet, mais en général, tu gardes une partie de tes données hot, chaude, et une partie cold. Là, tu essaies de diviser. Typiquement, tu gardes que les 3 derniers mois de données vraiment accessibles rapidement, Mhm. et le reste tu historises, ou tu mets dans des solutions un peu moins chères pour stocker. Donc, ouais. Si Non, c'est sûrement pas le cycle de vie de la donnée, c'est quelque chose ils auraient dû rajouter à ce moment-là, mais il n'y avait pas Ouais. pour dire à partir d'un certain historique, il vaut mieux le mettre dans du glacier. Ouais. Il y a pas. Voire supprimer les données intermédiaires. Moi, j'ai des Aussi. clients qui font ça. Données bon. Les stages intermédiaires, en fait, au bout de quelques semaines, Mhm. tu peux les supprimer parce que tu les calcules facilement. C'est clair. Axel, tu voulais dire quelque chose? Non, je disais, ouais, effectivement, quand tu mets dans du cold storage, faut pas qu'il soit appelé trop souvent, sinon Exactement. c'est la tanasse, quoi. Et toi qui fais un peu de DBT, les modèles DBT, ils ont des features pour gérer le SCD2, non? Ou je m'avance trop? Je connais pas en tout cas. Peut-être, mais je connais pas. J'ai jamais. J'avoue, j'ai toujours fait à la mano. Enfin, vraiment. Ouais, Jamais. ouais. Ouais, mais effectivement, le SCD2, c'est un peu le no-brainer de la modé. Tout le monde l'utilise. Mais après, en termes de features DBT parce que j'ai une connaissance là qui a passé comment ça s'appelle? L'assertif DBT. Et ils insistaient beaucoup justement sur la notion de SCD2 Ok. dans les questions de l'assertif. Donc, mais ça n'a rien à voir avec les snapshots, hein. Mais effectivement. Mais c'est aussi peut-être une autre alternative sur ce sujet-là, quoi. Ok. Non, je regarderai alors. Je regarderai. J'avoue que j'ai jamais utilisé DBT pour gérer ça pour moi. En général, je fais toujours moi-même. Ouais, voir après les trade-offs de l'un, de l'autre. Parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de produits et de méthodes qui gèrent un même sujet. Et des fois, c'est un peu difficile de se faire une idée pertinente de ce qu'il faut utiliser sur sa mission. Ouais, ça c'est un très bon point. C'est un très bon point, je trouve. Ouais. Vous avez vu là un peu, il y a un gars qui réunit tous les outils de la tech, enfin de la data, dans une Ouais. visualisation. Puis Le landscape, ouais. ouais, exactement. Puis tu as le même classique où ça explose un peu tous les ans, etc. Et en Ouais. fait, du coup, il y a tellement de choix maintenant qu'en fait, c'est ultra dur de décider lequel choisir typiquement pour un client ou dans une mission. Et surtout que ça se chevauche en fait. C'est-à-dire que typiquement, DBT va aller chercher chez les orchestrateurs vont aller chercher sur DBT, les SAS d'ingestion vont aller chercher vers la transformation, etc. Tous mangent en fait, et chacun va chercher dans le market de l'autre. Et ce qui fait qu'en tant qu'utilisateur, en fait, tu sais plus du tout quel est le corps à la base du produit. Et je pense qu'il y a beaucoup de produits qui gagneraient à se spécialiser dans une verticale et faire juste une chose de manière parfaite. Ouais.
Vraiment. Et là, typiquement, aujourd'hui, dans les outils d'ingestion, il y a DLT, par exemple. C'est un outil l'idée, elle est super. Ils veulent faire plein de choses. Ils veulent refaire Fivetran en package. Et ce qui fait que le produit, j'adore, mais je préférais qu'ils se spécialisent sur un use case très précis, typiquement mettre des données d'une API vers S3 et le faire de manière parfaite, que la doc soit parfaite, qu'il y ait du contenu qui soit très bien écrit, etc. Et c'est un peu compliqué, je trouve, quand ces outils essaient de s'agrandir un peu horizontalement. Ouais. Ils veulent prendre des parts de marché et puis. Exactement. Ouais. Je te remercie, Julien. Oui, effectivement, c'est un article de Maeda Kentaro qui a été publié il y a une semaine et qui parle de data sharing avec les Snowflake Native Apps. Juste pour rappeler, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, donc Snowflake, c'est une plateforme qui fait du stockage, enfin qui est spécialisée en stockage, transformation, analyse des données. Et Snowflake se branche sur les cloud providers existants, donc GCP, AWS, Azure. Et pour rappeler aussi, le data sharing, c'est comment est-ce qu'on partage et qu'on monnaie potentiellement ces données avec d'autres entreprises. Et là, spécifiquement sur Snowflake, il y a 3 possibilités qui ont été instaurées petit à petit. Il y a le direct share, c'est-à-dire qu'on a partagé les données, on pouvait partager des données entre des comptes Snowflake spécifiques, mais sans dupliquer la donnée. Ensuite, il y a une deuxième possibilité. Snowflake a mis en place les listings. Là, c'est comment automatiser la réplication des données, justement, à travers les comptes Snowflake. Et là, il y a le dernier. Ce sont les Snowflake Native Apps. Les Snowflake Native Apps, c'est plutôt des conteneurs dans lesquels on package en fait des traitements de données. Et dedans, dans ces Snowflake Native Apps, on peut intégrer des tableaux de bord, des rapports, des modèles prédictifs, des traitements. On peut tout écrire en SQL, Python, Java dedans. Et ça a été annoncé au Data Cloud Summit 2024, donc je crois que c'était il y a un mois, quelque chose comme ça. Et dedans, ce qui est intéressant, c'est que les données qui sont exploitées dans les applications, c'est les données qui sont partagées à travers les différents comptes Snowflake. C'est-à-dire qu'elles sont partagées aussi en temps réel et l'utilisateur peut interagir avec. Et par rapport à mes notes là que je relis, ça permet en fait d'avoir une sorte de data product, c'est ce que je me suis noté, ou data apps. Et c'est une nouvelle manière de partager. Ça veut dire que tu vas plus partager juste ta table à travers le compte Snowflake, c'est que tu vas partager un produit data. Donc avec tous les traitements, avec toute l'interaction que tu peux faire à travers des tableaux de bord. Et donc en parallèle, tu peux aussi mettre cette application sur le Snowflake Data Marketplace, ce qui va te permettre derrière de monétiser la consommation de ton produit data. Donc ça, c'est ce que j'avais lu. Toi, t'en penses quoi, Julien, de ça? Je trouve que c'est assez stylé pour les startups, par exemple. En fait, typiquement, quand tu es une startup, tu veux vendre un SaaS à une entreprise, faut passer par le procurement, faut passer par les achats. Et puis ça, c'est toujours assez compliqué. Voilà, faut montrer un peu patte blanche. Et en fait, le fait de passer par Snowflake, ce qui fait que, en fait, tu es sur la même facture que Snowflake. Donc en fait, le gars qui est dans un département marketing, sales, je sais pas, il a juste à cliquer sur le bouton dans son compte Snowflake, puis il y a juste sa facture qui va augmenter à la fin du mois. Mais il n'y a pas besoin, en tant que startup, de passer par toutes les étapes de validation du procurement. Ça, je trouve ça assez sympa comme manière de distribuer la donnée. Et puis en plus, voilà, si tu veux déployer un SaaS en on-premise dans une entreprise, tu vas devoir gérer toute la containerisation du truc, le déploiement chez eux. Puis à chaque fois, c'est assez compliqué parce qu'il faut parler avec les gars en interne. Eux, tu leur files le code, ils déploient, ça ne marche pas, et puis ils renvoient. Et voilà, c'est assez compliqué. Le fait d'avoir ça sur Snowflake, de nouveau, tu bypasses un peu ces interactions. Et puis le gars, en un clic, il a ton application. Donc c'est assez sympa. Après, moi, j'avais testé il y a quelques mois. C'était encore un peu limité, je crois, sur ce que tu pouvais faire. Typiquement sur Python, alors c'était avec Streamlit, mais c'était pas la dernière version de Streamlit qui était accessible. Et donc il y avait des features en moins, et ça c'était un peu frustrant. Mais non, mais en tout cas l'idée elle est assez sympa. Ouais. L'idée est assez sympa, j'aime bien. Donc ça te permet de scaler en fait l'aspect juridique et d'intégration chez ton client, quoi. Ah, exactement. Parce que quand tu as une startup, voilà, tu as très peu de ressources et puis les processus de vente ils sont déjà très très longs avec tes corporates. Ouais. Accélérer la distribution, c'est pas mal. Et du coup, on est sur quel... par exemple, toi, tu es en Suisse, tu peux avoir des clients qui sont américains, français, ou j'en sais rien. Ce qui serait intéressant, c'est aussi de savoir si Snowflake il gère cet aspect, justement, droit
commerce pour Ah, des contrats, etc. je sais pas ça. Ouais, ça je Parce sais. que moi-même, tu vois, quand je télécharge une app sur l'App Store, je sais même pas sur quel droit, je pense le droit français, mais j'en suis même pas sûr. Ouais, c'est Pourquoi? C'est vrai par ça. rapport à l'utilisation de tes données? Bah, l'utilisation de mes données, puis si j'ai une réclamation à faire, si tu vois, s'il y a un litige, si tu vois. Je pense qu'il y a une notion de région dans Snowflake. Dans le sens que ton account Snowflake il est déployé dans une certaine région, qui est Mhm. voilà, le compte AWS sous-jacent. Et suivant où ton compte Snowflake est déployé, je pense que tu vas pouvoir distribuer au nom de ton application. D'accord. Je Ok. pense j'imagine, hein, je pourrais vérifier, mais je pense qu'il doit y avoir des Mhm. restrictions comme ça. Mais ouais, je pense que c'est assez cool comme concept. Et puis, en fait, il n'y a pas que Snowflake qui a des marketplaces. Mhm. Tout le monde en a une maintenant. Et donc, je pense que Mhm. en tant que vendeur de données, euh, ça peut être un super canal de distribution. Ouais, Et clairement. du coup, Snowflake, leur cible, c'est plutôt les petites et moyennes entreprises ou Ouais, plutôt corporate, ouais. Beaucoup. ok. Même si, en fait, ça coûte. Ouais, tout le monde peut l'utiliser, mais j'ai l'impression que. Enfin, moi, j'entends beaucoup parler de grosses boîtes qui utilisent Snowflake. Probablement parce qu'elles sont aussi plus visibles. Mais. Mais Parce que j'ai l'impression qu'ils facilitent beaucoup en fait euh, l'entrée techniquement à des gens qui sont moins spécialisés dans le data eng, etc. ouais, vu que tout est en SQL, c'est assez. Voilà, typiquement, mon poste d'aujourd'hui, ma newsletter cette semaine, en gros, c'est avec les LLM. C'est assez cool leur fonctionnalité. Ils proposent des fonctions SQL où Voilà. tu appelles directement ton LLM. Hmm. Juste avec ton select, quoi. Donc, ça, c'est vraiment. Enfin, je trouve que c'est assez incroyable parce que du coup, tu peux faire tester plein de prompts, faire des A/B testing, etc. de manière super simple. Ouais. Mhm. Tu as plein de modèles qui sont à disposition, tu peux comparer les modèles entre eux. Et voilà, ça, j'étais assez fan, j'aimais bien. En fait, tout le monde va le faire bientôt. Databricks va le faire, BigQuery va le faire aussi. Donc au final, Ouais. ils sont un peu en avance par rapport aux autres, mais c'est un peu je pense que tout le monde va s'y mettre. Et ça, je pense que c'est ça là, qui me plaît beaucoup chez Snowflake. Et puis le fait qu'ils poussent à Iceberg, ça c'est assez cool. Ouais. Euh, Ce qui fait que tu peux vraiment mettre tes données dans Snowflake ultra facilement. Et du coup, utiliser leur fonctionnalité de ML euh, Mm. en- ultra rapidement parce que tu n'as plus besoin de copier les données. Donc en un select, tu accèdes tes données S3, tu appliques ton LLM et tu réécris. Pour Euh, S3, le la méthode. principe de Lakehouse. Ouais, exactement. Ouais, Exactement. ouais. Qui est ultra. Enfin, beaucoup plus facile à mettre en place maintenant qu'il y a quelques. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un gros tournant là cette année Ouais. sur ce Lakehouse, sur ce principe. Et j'ai pas l'impression que ça va, que c'est une hype, ça va vraiment se mettre en place de plus en plus. Ouais, c'est encore jeune, mais je pense que ça. Ouais, C'est assez sexy pour les entreprises, quoi. Au lieu d'avoir toutes tes données chez quelqu'un, tu les mets dans ton lake et tu c'est les ça. exposes aux engines. C'est ça. C'est eux qui computent et toi, tu choisis vraiment le meilleur pour ton use case. Ça, je trouve Mm. ça c'est sympa. Bah, merci beaucoup, Julien, pour Merci. Merci cette à vous. participation. Et Avec je te grand plaisir. souhaite une bonne après-midi. Ouais, merci à vous aussi. Bon Merci. après-midi. Salut, Julien. Salut. Et toi, Axel, tu as lu un article de Daniel Biche sur la data validation. Tu peux nous en dire plus? C'est ça, ouais. Donc déjà, il commence l'article par un constat que moi je partage, c'est que la data quality, elle est toujours pas assez diffusée dans les entreprises. Mhm. Le sujet, il manque encore je sais pas comment traduire le terme de hype, de tendance en fait, Mhm. il est toujours sous-estimé, alors qu'il est fondamental dans la stratégie de data d'une entreprise. Et donc pour pallier ça, lui, il développe un concept, quoi non, c'est pas qu'il développe, mais il appelle un concept qui nomme le Poor Man's Data Quality, donc la qualité de données du pauvre, Mhm. qui résume en 3 points plus un, je dirais, je m'explique. Euh, trois fondamentaux qui sont assez simples à mettre en place. Donc, tu as la validation du schéma de données,
Donc tout à l'heure, Julien parlait par exemple d'iceberg. Du même acabit à Delta Lake, qui permet aujourd'hui de faire cette validation du schéma directement dans le Data Lake. Après, tu as les tests d'unicité, déduplication, donc de remontée de doublons. Donc très simple aussi. On parlait de ces tests-là built-in dans DBT, par exemple. Mais que tu peux mettre en place très facilement aussi sans DBT. Hein. Tu fais un check opérateur dans ton DAG et puis ça te permet de les remonter. Ouais. Et les nuls. Donc voilà, si tu n'as pas envie de nuls sur un champ, c'est aussi facile à remonter. Donc déjà, ces trois-là, c'est un peu le principe du 80-20, quoi. Ça te demande 20% d'effort, mais c'est 80% de ta qualité de données. Ouais. Et après, il parle du WAP. Donc, c'est un principe qui est en place dans beaucoup de big tech. C'est le Write, Audit, Publish. Je ne sais pas si tu connais. Non, je l'ai connu en préparant l'article, mais non, je ne connaissais pas avant. Ok. Parce que du coup, c'est un principe assez simple et avec, je dirais, le bon sens paysan. C'est la première phase, c'est write. Donc, tu ingères les données brutes dans ton système. Elles peuvent venir de différentes sources, des bases de données, des fichiers, des API. Donc, elles sont d'abord écrites, toutes ces données-là, elles sont d'abord écrites dans un espace de stockage temporaire, typiquement un GCS, un Cloud Storage. Ensuite, cette donnée, tu vas l'auditer. Donc, c'est la deuxième phase, audit, où là, justement, tu vérifies l'intégrité, la qualité, la conformité que tu t'es fixé pour tes données. C'est là où, notamment, on va vérifier le schéma, la détection des anomalies, des nuls, des doublons, etc. Et la troisième phase, c'est la phase de publish. Donc, une fois que tes données, elles ont été validées et potentiellement nettoyées, et communiquer à tes sources, parce que tu vois, c'est bien quand même de travailler sur un principe d'amélioration continue. Ces données-là, elles sont publiées, on publish, dans un espace de stockage définitif, on va dire. Donc typiquement ton data lake ou ton data warehouse. Donc principe simple, efficace, qui est facilité aujourd'hui par notamment le principe de lakehouse. Donc voilà, le principe de validation. Donc j'ai eu un peu de mal à différencier le WAP d'un ETL classique. En fait, le WAP, c'est vraiment sur la validation de tes données, mais tu te concentres. Ouais, mais tu te concentres pas du tout sur tu ne fais pas du tout de transformation ou d'enrichissement. C'est vraiment de l'audit. Et comme tu disais, le A, où tu vas juste auditer pour valider ta donnée. Comme on disait tout à l'heure, il faut raisonner aussi en coût complet. Effectivement, la phase d'audit, elle coûte un peu en compute et en storage, forcément. Mais elle te permet d'avoir une phase de validation, aujourd'hui peu coûteuse, qui te déleste même de beaucoup de problèmes de qualité de données. Avoir ce WAP, ce principe de WAP avant l'entrée dans ton DAG de TL ou de LT, en fait, ça va te permettre de pré-shot tous tes jobs, la qualité de tes jobs. Ça va pas pourrir
c'est un très bon garde-fou pour ton pipeline sur ta plateforme. Mhm. Donc voilà pour cet article. T'en Ok. penses quoi? Bah, clairement, pour cet article, il insiste bien sur son étonnement que la data quality ou la data validation soit pas plus développée au sein des entreprises. Ah, c'est terrible. Mais je suis totalement en phase avec lui parce que Mm. c'est pas assez développé. Surtout la data validation. Il peut y avoir une surcouche de data quality après, euh, mais pas au moment de l'ingestion de la donnée. Mm. Et souvent, on va mettre plus en avant les coûts, la rapidité. On va vouloir faire, je crois on en parlait tout à l'heure, de quick and dirty. Oui. C'est souvent ce qui se passe, souvent. Euh, donc le principe du WAP, je trouve ça vraiment très intéressant. Maintenant, il faut voir comment est-ce que ça peut vraiment bien se mettre en place, même s'il évoquait qu'on peut faire ça facilement avec du SQL. Faut voir en termes de coûts aussi euh, comment ça se met bien en place dans les entreprises. Ouais. Mais comme on disait, effectivement, après tu peux mettre en place le WAP pour tes actifs critiques, tu vois, qui n'est pas forcément partout. Mhm. Un peu, tu sais, le sujet de Smart Data de la semaine dernière, Ouais. où, on va essentialiser en fait l'utilisation de nos données. Donc, ouais, super intéressant. Effectivement, pour tes actifs critiques, pour moi, c'est à mettre en place. Et ça va pas faire exploser ton budget, honnêtement. Et de toute façon, si tu es une entreprise qui processe 2 pétaoctets de données par jour, ben, c'est que tu as les moyens, quoi. C'est clair. Merci Axel. Il y a un autre article qui parle de BigQuery et de DBT et qui est surtout centré sur la mise à disposition récente d'un script Python qui permet de passer justement de BigQuery à DBT. Le script s'appelle DBT to DB. Pardon. Ouais, BQ to DBT. c'est BQ to DBT. Ouais, j'ai mal noté. Et cette personne qui l'a développé, c'est Henri-Maxime Ducoulombier, que je crois que tu connais bien parce qu'il travaille chez Sphere. Mais c'est mon manager, ouais. Voilà. Mais pour ma défense, je t'ai pas mis le couteau sous la gorge. C'est vrai, pas du tout. Pour mettre dans ta veille. Non, non, j'ai vu un post de Henri Maxime et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et Ouais, je il me est suis dit vraiment que c'était bien. l'occasion d'en parler. Ouais. Pour lancer sur cet article-là, déjà, il faut rappeler ce qui est BigQuery et DBT. Donc, BigQuery, c'est un service serverless de Google Cloud Platform et qui propose du data warehousing, donc sur de gros volumes de données et qui a la particularité aussi de séparer le stockage du compute. Et DBT, c'est un framework Python qui est spécialisé sur la transformation de la donnée avec SQL. Et qui s'adapte à des environnements que ce soit BigQuery, Snowflake, DuckDB ou d'autres. Et donc Henri Maxime, l'auteur de l'article, il est parti du constat que ça peut être chronophage de manuellement mettre tous les modèles des tables, par exemple, qui sont sur BigQuery dans DBT. Parce que dans DBT, il va falloir lister tous les modèles afin de faire toutes les pipelines, de mettre en place tous les développements, les Jinja, etc. Et donc, il va falloir mettre en place le YAML pour décrire toute la table, plus faire un select pour faire un select des colonnes from une certaine table. Donc, imaginons qu'il y a une entreprise qui a, je sais pas, 1000 tables, ce qui peut aller très très vite. Faire ça un par un, ça va être long. Mm. Et donc, Henri Maxime, il s'est dit, je sais que dans une table, ou dans une vue plutôt spéciale sur BigQuery qui s'appelle information schéma, on peut avoir le metadata de toutes les tables d'un certain projet ou d'une entreprise. Et il s'est dit, pourquoi pas développer un script Python qui va aller rechercher, lire cette table-là, il va extraire toutes les données, qui va lui permettre de générer le script SQL de lecture de la table, donc avec toutes les colonnes dedans, dans le select, et le YAML associé. Donc c'est-à-dire avec la partition, éventuellement avec du clustering, les colonnes, les types, etc. Et donc, c'est ce qu'il a fait avec un script Python. Il disait que ça lui avait pris quelques heures, mais qu'au final, sur la durée, ça lui a fait gagner énormément de temps. Mm. Il précise aussi que les structures de données comme les records repeated sont pris en charge.
donc très important. En tout cas, moi, chez mon client, j'en utilise pas mal, ce type de structure. Et il a décidé de le mettre en open source sur GitHub pour qu'il y ait d'autres personnes qui puissent éventuellement l'enrichir. Euh, Lui, il se disait que là, il lit la table ou la vue information.underscore schéma pour obtenir toutes les métadatas des tables. Mais il aimerait bien, dans le futur, pouvoir exploiter directement le SDK de BigQuery. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il l'a mis en open source, pour savoir, si jamais il y a quelqu'un qui a du temps pour pouvoir Ouais. enrichir. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs de ce script d'Axel? Du bien. Ouais. C'est le Et gars tu qui dis veut. pas ça parce que c'est ton manager. Ah, c'est ça. Non, mais pour le coup, il fait gagner énormément de temps. Parce qu'il faut se dire, effectivement, quand tu pars d'une plateforme, par exemple BigQuery, qui existe depuis, je sais pas moi, 3-4 ans, effectivement, tu peux avoir des milliers de tables, quoi, des centaines, voire un millier de tables. T'imagines le temps de faire tout à la main, de mettre dans les conventions DBT à la main tout ça. Donc effectivement, ça lui a pris, bon, je sais pas exactement combien ça lui a pris, mais même si ça lui a pris une dizaine d'heures, il en a gagné rien que lui, je pense une centaine, tu vois. Ouais, c'est clair. Et c'est un script qui a été utilisé, c'est même un outil, on va dire, qui a été utilisé par d'autres personnes chez Sphere en data. Mhm. Et qui ont pu rentabiliser ce temps de développement, mais fois 100, fois 1000, tu vois. Et plus il sera utilisé, plus il va être rentabilisé. Donc, en plus, il est open source, donc tu vois, c'est pas quelque chose qui se garde pour lui ou pour juste faire. Donc, si tu as envie de passer sur DBT et que tu te dis, ouais, mais j'ai trop de pain sur la planche, entre guillemets, bah, tu te dis bah, qu'il y a un script qui est fait pour ça, pour passer ta plateforme en DBT. Et deuxièmement aussi, c'est si, je sais pas, j'aimerais bien avoir son retour sur ça, mais je le dis quand même. Si, imaginons, tu dev sur BigQuery et que tu n'es pas encore habitué à DBT, bah, tu peux dev et ensuite jouer le script qui te crée tout en DBT. Tu vois, donc tu peux te dire, vas-y, je dev comme d'habitude et je joue le script pour que ça me mette tous mes entrants côté DBT d'office à la fin de mon dev. Ouais, c'est clair. Ouais, ça peut être utilisé comme ça aussi. Je sais pas quel est le plus judicieux, dans le sens où est-ce que non, il faut. Est-ce que c'est prévu juste pour faire un truc en gros en one shot, ou est-ce que c'est un outil qui peut aussi être utilisé dans l'équipe pour les gens qui sont moins à l'aise avec DBT, ou à contrario, justement, non, c'est vraiment prévu pour du one shot, et après il faut forcer les collabs, tu sais, à développer directement, initier les sujets avec DBT. Ça, j'avoue ne pas savoir à 100% ne pas avoir réponse à 100% à cette question. Mais en tout cas, pour le one shot, ça j'en suis sûr, ça fait gagner énormément de temps, et il y a pas de risque en fait, parce que c'est testé, tu peux pas avoir de copier merdé, tu vois. Donc c'est à la fois ça te fait gagner du temps, puis aussi de la charge mentale. Tu vois. Donc non, clairement bon outil, et qui est du coup focus sur une problématique. Ouais. Tu vois, comme on disait tout à l'heure, c'est pas un truc qui veut s'étendre dans 36 directions, mais ça fait une tâche et ça la fait bien, quoi. Ouais, c'est clair. C'est pour ça, dès que j'ai vu le post de Henri Maxime, je me suis dit qu'il y avait un gros potentiel et ça répond vraiment à une problématique réelle. Oui, clairement. Après, c'est bien du BQ to DBT, donc
il est monocloud, on va dire, comme il traite que BigQuery. Mhm. Après, je pense que c'est quand même assez facilement duplicable sur d'autres providers. Ouais. Tu as le code pour BigQuery. À mon avis, tu as l'équivalent dans les autres providers. Et tu pourrais même créer un package multi-cloud, pour le coup, où tu mets en argument le produit que tu veux, tu vois, Mhm. en lançant le script. C'est bien, tu donnes des recommandations pour développer le package en open source. Enfin, le Ouais, script en open mais bon, source. après, c'est du boulot, tu vois, mais... Ouais, c'est clair. Ok, merci Axel. Et le dernier article dont tu vas nous parler, ça parle de BigQuery Data Canvas. Oui. Du coup, ça m'a fait une cure de rappel par rapport, tu sais, à un article dont on avait parlé dans un podcast précédent sur le RAG. Mhm. Le fait pour des utilisateurs finaux, prompter ce qu'ils veulent. Donc ces utilisateurs finaux, qu'on s'entende, c'est qu'ils ne sont pas familiers avec le SQL, Mhm. par exemple, qui va être, on va dire, le cœur du produit BigQuery Data Canvas. Parce que qu'est-ce qui fait ce produit? En fait, c'est une interface visuelle qui est directement intégrée dans BigQuery Mhm. et ça va permettre à ces utilisateurs de demander dans BigQuery par exemple, il donne des exemples dans l'article, donne-moi toutes les tables qui concernent les clients B2B, par Mhm. exemple. Écris-moi une requête SQL qui me permet d'avoir le top 20 de mes clients dans le département du Nord. Tu vois. Donc, c'est basé sur Gemini, donc leur IA chez Google. Ouais. Euh, et donc, ça permet d'autonomiser via le Data Canvas les utilisateurs, mais bien sûr, il faut qu'ils aient l'accès à BigQuery. Tu vois. Mhm. C'est pas dangereux, tu leur donnes un accès en lecture, ils peuvent prompter dans Data Canvas. Après, même question que je me posais avec le RAG, le principe du RAG, c'est les garde-fous. Mhm. Tu vois. Parce que, OK, ça autonomise, OK, ça facilite la collaboration, parce que tu peux partager aussi ton travail, ce que tu requêtes sur Data Canvas. Tu peux même créer des dashboards, des visualisations. Je ne vais pas dire des dashboards, plutôt des visualisations. Donc, je pense c'est un super bon outil et qui va énormément plaire aux utilisateurs finaux parce qu'ils vont avoir une marge de manœuvre assez forte et ils vont pouvoir répondre à potentiellement plein de questions qui se posent et qu'ils n'ont pas forcément le temps ou la disponibilité des data eng ou data analyst pour y répondre. Ouais. Donc je pense que pour parler un peu trivialement, tu vois, ils vont s'amuser comme des petits fous avec Data Canvas. Par contre, il y a de la gouvernance à mettre en place pour si après ils vont diffuser ça dans des comités de direction, des comités de pilotage, etc., Mhm. ou dans des rapports financiers, ou on ne sait rien. Il y a une gouvernance à mettre en place. Concrètement, je ne sais pas en termes de gouvernance si Data Canvas a des fonctionnalités de sécurité et de gouvernance. Ça, j'ai pas regardé. Ouais, c'est à creuser ou c'est peut-être dans la roadmap du produit. Mhm. Mais je pense qu'il faut une utilisation rationnelle du produit
et que ça parte pas dans tous les sens, quoi. Tu vois, où à la fin, on se retrouve avec plein de rapports et plein de visualisations dont on n'a pas les tenants et les aboutissants, quoi. Mhm. Donc voilà, le retour sur cet outil. Pour les accès, je pense que BigQuery Data Canvas va se baser sur les droits de l'utilisateur, clairement. Parce que nous, par exemple, un utilisateur qui arrive sur BigQuery, il a accès à ce qu'on appelle une couche d'exposition de la donnée, mais il a des accès prédéfinis. Ça veut dire qu'il y a des accès qui sont sécurisés ou qui sont occultés pour certains utilisateurs. Ça veut dire que les colonnes, lui, il le voit nul. Peut-être que d'autres utilisateurs, il verra cette colonne-là qui n'est pas nulle. Par exemple, avec des informations clients, tout le monde n'a pas le droit d'accéder aux informations clients, ce qui est tout à fait normal. Donc j'imagine que Gemini se basera sur ça. Je vois bien, tu parles de la gouvernance en amont. Moi, je parle plutôt de la gouvernance en aval. Dans le sens où, tu vois, tu vas avoir des slides potentiellement, parce que on est quand même beaucoup encore sur le partage de l'information via des tableurs ou des slides. Où ça va être du copier-coller dans des slides et puis présenté, puis en fait on va pas savoir de quoi on parle. Il l'a fait, tu vois. Donc ça peut être bien pour du discovery et tout, mais concrètement il faut un workflow qui soit, je pense, piloté par la data. Et d'ailleurs c'est ce dont je vais parler dans mon article sur la data monarchie, tu sais, la phase 2 après la data anarchie, où il faut quand même mettre en place un process de validation par la data, quoi. Avec les bonnes pratiques et tout, gouvernance. Et là, tu parlais justement de data discoverability. Discovery, pardon. Mais c'est aussi à ça que répond l'outil. C'est pour faire de la découverte de données. Mais tu vois, du coup, il faut que ce soit conscientisé par les utilisateurs. C'est que tu peux pas faire. C'est bien pour faire de la discovery. Par contre, faites pas des rapports officiels sans validation par la data ou tu vois, par un process, quoi. Et moi, ce qui me fait peur aussi par rapport à ça, enfin peur entre guillemets, c'est que en plus de faire de la discovery, ça, aucun problème. Il fait aussi de la génération de SQL et la génération de rapports, enfin de visualisation dont tu parlais. Pour le SQL, dans l'article, il mettait aussi en avant que ça peut être utile pour des utilisateurs non techniques. Alors là, à partir de ce moment-là, j'ai eu très peur parce que ça veut dire que quelqu'un qui ne connaît pas le SQL, en partant du principe, pourrait utiliser cet outil pour récupérer du SQL, pour l'utiliser. Ça veut dire qu'il ne saura même pas ce qu'il utilise. Non, tu vas copier-coller du chinois. C'est ça. Je trouve ça très dangereux. Par rapport à ça, il y avait une deuxième partie, c'est pour que ça soit pertinent, les réponses, en termes de SQL ou en termes d'insight, enfin de visualisation, de découverte des données. Il faut absolument que toutes les métadatas soient OK. Parce que sinon, BigQuery, comment est-ce qu'il va comprendre que cette donnée-là, ça représente ça, que c'est utile, qu'il peut croiser avec ça? Carrément. C'est pas possible. Donc déjà, il faut ça revient à ce qu'on s'est dit, où la data quality n'est pas encore assez à jour dans les entreprises en général. Data quality et data gouvernance aussi, du coup. Et data gouvernance, ouais, clairement. Par contre, pour les utilisateurs qui sont techniques, qui savent ce qu'ils font, ça fait gagner un temps énorme. Moi, je vois bien cet outil-là qui m'assiste, si tout est propre, bien sûr, pour lui demander est-ce que tu peux me sortir ça, j'ai besoin pour faire ça. Il va me faire gagner énormément de temps. Carrément. Ouais, clairement. Ouais. Merci. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter, Axel? Non, c'est bon pour moi cette semaine. Super. Merci beaucoup, Axel. Pour ceux qui ne le savent pas encore, donc l'épisode du podcast est disponible sur YouTube, sur Spotify et sur Apple Podcast. Pensez aussi à la notation sur les différentes plateformes, ce qui permet aussi qu'on soit recommandé par l'algorithme et pour que d'autres personnes puissent découvrir le podcast et apprennent des choses avec nous. Et si jamais vous avez des questions comme d'habitude, pensez à mettre des commentaires. Encore merci Axel et puis on se voit la semaine prochaine. Yes, à la semaine prochaine. Salut à tous. Salut.